les États ont besoin des investisseurs pour financer leur déficit. Et à un moment donné, si la confiance des investisseurs s'effondre, les États ne peuvent rien faire. Il y a quand même un risque que ça arrive en France. Et plus le temps passe, plus ce risque augmente. L'objectif des monnaies numériques de banque centrale, ça va être ensuite de se débarrasser du cash et ensuite de pouvoir mettre en place des taux négatifs. Les banques centrales, parfois, donnent l'impression d'acteurs infantiles ou incompétents, mais ce sont des gens extrêmement compétents, organisés. Donc s'ils viennent à Bitcoin un jour, ce sera vraiment parce que le système fiat sera en train de s'effondrer, c'est-à-dire ce sera le stade ultime de l'effondrement fiat. La question, c'est qu'est-ce que ça va être dans 20, 30, 40 ans? Et ça va pas bien se passer, c'est pas possible. Bonjour à tous, on est à Biarritz en marge de la conférence Surfing Bitcoin. Je suis avec Yorick de Montbine, que je pense vous connaissez déjà, qu'on ne présente plus dans la communauté, pionnier et pédagogue hors pair sur Bitcoin. Aujourd'hui, j'aimerais bien, Yorick, qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, peut-être sur des choses qui ont moins été abordées. Est-ce que tu peux nous brosser rapidement, on va dire, ton parcours académique et puis ensuite ta carrière et finalement, on va discuter ensuite de ce qui t'a amené dans Bitcoin. Merci Théo pour ton invitation. Donc j'ai 49 ans, je suis actuellement magistrat à la Cour des comptes, conseiller référendaire. J'ai eu un parcours académique un peu généraliste avec plusieurs choses. Une école de commerce, Subdeco Paris, une licence de philo à la Sorbonne, Sciences Po, et ensuite l'ENA, parce que j'avais envie d'entrer dans le secteur public. Ce que j'ai fait en commençant par la Cour des comptes pendant quelques années. Ensuite, j'ai passé 3 ans au cabinet de Fillon quand il était Premier ministre. D'abord pour m'occuper de ses discours dans une petite équipe spécifique, et ensuite pour suivre des sujets de réforme de l'État. Ensuite, j'ai passé 6 ans chez Total, dans la branche exploration-production, dont 2 ans au Nigeria. Et ensuite, je suis revenu à la Cour des comptes, où je suis en ce moment. J'ai découvert le Bitcoin fin 2015 dans le dossier de The Economist, le fameux dossier de Trust Protocol, que j'ai lu, et puis ensuite j'ai oublié. Et ensuite, vers début 2016, j'ai réentendu parler du Bitcoin, je m'y suis intéressé. Et là, comme j'étais un passionné d'économie autrichienne depuis plusieurs années, j'ai accroché assez vite en me disant, tiens, là, il y a une occasion de désétatiser la monnaie. Et c'est devenu une passion, un hobby en parallèle avec mon job à la Cour des comptes, qui n'a rien à voir avec les cryptos. Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux quand même peut-être préciser pour les gens qui nous regardent, en fait, qu'est-ce que c'est la Cour des comptes? Comment elle s'insère dans, finalement, comment elle s'insère par rapport aux politiques? Quelle est sa fonction? De manière très simple, quoi. D'accord. Donc c'est une juridiction indépendante, donc ses membres sont des magistrats, des juridictions financières. Sa mission, elle découle de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit « Tout citoyen a le droit de demander compte à l'administration, a le droit de demander à l'État compte de son administration ». Enfin, je ne me souviens plus de la formulation exacte, mais ça revient à peu près à ça. Voilà. Et donc l'idée, c'est que le contribuable, le citoyen, doit pouvoir avoir un droit de regard sur la gestion des deniers publics. Et c'est la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes qui sont chargées de ça. Donc ça engendre un certain nombre de missions, de tâches, d'exercices qui s'enrichissent avec le temps d'ailleurs, et qui sont parfois prévus dans la Constitution. Donc la Cour des comptes, elle contrôle la gestion et la comptabilité des administrations de l'État de niveau national. Alors que les chambres régionales des comptes, elles font la même chose pour les administrations de l'État de niveau local et les comptes des collectivités locales. Et donc pour la Cour des comptes, ça se traduit par des enquêtes dans des organismes publics, des ministères, des établissements publics, des entreprises publiques, pour rédiger des rapports, et aussi des enquêtes sur des politiques publiques. Ensuite, ces rapports, ils ont différentes conséquences selon ce qu'on trouve, donc des recommandations d'amélioration de la gestion, parfois des poursuites avec des suites juridictionnelles. Et donc c'est un rôle qui est un peu hybride entre l'audit à l'anglo-saxonne, le consulting et le juridictionnel. Il y a d'autres missions comme la certification des comptes de l'État et aussi de la sécurité sociale, qui est un énorme périmètre budgétaire.
Donc en fait, voilà, il y a une grande quantité de missions variées, complexes, très intéressantes, avec une utilité très variable selon les sujets, selon les circonstances. Il faut bien le reconnaître. Et il y a tout un débat sur est-ce que la Cour des comptes a assez de pouvoir de sanction, par exemple. Oui, parce que finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'elle a surtout un pouvoir d'analyse, elle a un devoir d'information auprès du public, mais est-ce qu'il y a finalement des leviers qui permettent à la Cour des comptes, lorsqu'elle constate, par exemple, que la trajectoire financière, comme c'est peut-être le cas aujourd'hui, peut poser la question, ou tout du moins être dangereuse, voire même contrevenir à certains principes démocratiques ou constitutionnels, ou même au bon fonctionnement de l'État, est-ce qu'elle a un levier qu'elle peut utiliser? En fait, non, elle a très peu de leviers d'influence directe. En fait, son influence est surtout indirecte. Elle a peu de pouvoir de sanction, et en fait, ça s'explique par des raisons un peu politiques, notamment qu'on compare avec d'autres pays. En France, il y a davantage une sacralisation du pouvoir politique et de la légitimité de l'élection, du suffrage universel. Donc le pouvoir est concentré dans les mains des gens qui ont été élus. Et il y a une méfiance vis-à-vis des juges, et ça remonte à très loin, à plusieurs siècles, à une méfiance du gouvernement des juges. Et donc des juridictions financières comme la Cour des comptes, en fait, ont peu de pouvoir pour imposer des choses au pouvoir politique. Je comprends. Et du coup, est-ce que tu penses que cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, donc effectivement, on a des déficits qui ont atteint des records depuis le Covid, et qui, contrairement à beaucoup de nos voisins européens, ne se sont pas vraiment résorbés. Je crois qu'on a eu pas mal de signaux d'alarme venant de l'Europe qui nous disaient qu'effectivement, il faudrait qu'on retourne un jour quand même dans les critères de Maastricht. Du coup, on est aujourd'hui dans une situation d'incertitude politique, on ne sait pas encore comment sera constitué le gouvernement, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on a une situation budgétaire qui est difficile qui pourrait poser des problèmes si elle se maintient telle qu'elle. Et la question que je me pose quand je vois cette situation, c'est finalement, est-ce que le politique, qui même si en France, effectivement, comme tu disais, l'élection a beaucoup de pouvoir, etc., est-ce que le politique, pour toi, aujourd'hui, a encore les leviers, les cartes qui lui permettent de retourner cette situation ou de la changer? Qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre personnel? C'est un vaste sujet, il y a des tas de facteurs, c'est très complexe, mais c'est vrai qu'on voit qu'en France, on a du mal à réduire le déficit public, et on est sans doute sur une trajectoire qui n'est pas soutenable à long terme. Il y a des gens qui pensent qu'elle est soutenable, qu'on peut continuer à s'endetter sans limite, qu'il n'y a pas de problème parce que l'État ne peut pas faire faillite, etc. Moi, je pense que c'est largement une illusion. Et en même temps, si je me fais l'avocat du diable, ça fait, je pense, peut-être 25-30 ans, déjà à l'époque de Balladur, on disait ça. Tu mentionnais Fillon en introduction, il a basé sa campagne là-dessus, et il n'a pas trouvé un consensus très très large, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé beaucoup de gens en face à chaque fois pour dire « mais écoutez, ça fait 10 ans que vous nous dites ça, et les 7 plaies d'Égypte ne se sont pas réalisées ». Oui, on peut s'imaginer que les choses peuvent continuer comme ça sans problème, mais en fait, c'est pas si évident. Il suffit de regarder l'histoire économique et l'histoire politique. Il y a beaucoup de cas où, en fait, la puissance publique a fini par faire faillite parce que le réel s'imposait à elle, et le réel aujourd'hui, c'est que les États ont besoin des investisseurs pour financer leur déficit. Et à un moment donné, si la confiance des investisseurs s'effondre, les États ne peuvent rien faire. Il y a quand même un risque que ça arrive en France. Et plus le temps passe, plus ce risque augmente. Et simplement, on ne sait pas quand il va se concrétiser, quand il va se réaliser ce risque. Mais c'est de plus en plus imprudent de continuer comme ça. Et c'est vrai que par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, on a un problème, on n'arrive pas à réduire les dépenses en France, parce qu'on est dans une démocratie qui est devenue de plus en plus clientéliste. Pour pouvoir être élu, il faut promettre un maximum de choses à plein de catégories électorales. Et une fois qu'on est élu, en fait, on n'arrive pas à réduire les dépenses parce qu'on a peur de ne pas être élu par la suite en créant des traumatismes auprès des catégories pour lesquelles c'est devenu un besoin vital d'avoir des subventions, des aides en tout genre. Donc en fait, si je résume, on a une classe politique qui est face à des incitations perverses, on a une sorte d'inertie qui s'est installée depuis longtemps et qui nous donne d'une certaine manière l'illusion que c'est un régime normal. Et en plus, il y a cet effet dans les faillites publiques que tu décrivais avant,
selon le mot d'Hemingway, graduellement puis soudainement. Et on peut rester très longtemps dans le graduellement et avoir du coup l'impression que c'est un régime stable, mais ce qu'on voit dans l'histoire par rapport aux exemples de faillite publique qu'on connaît, c'est qu'effectivement, parfois 1 an avant la faillite, on était encore dans l'illusion. Et ça, je pense que c'est une bonne transition vers le sujet qui nous amène tous ici à Biarritz pour Surfing Bitcoin. Qu'est-ce que tu penses? On a eu pas mal de déclarations politiques ces dernières années et pas mal de rapprochements, on va dire, de certains politiques dans certains pays, de Bitcoin, même des propositions d'utiliser Bitcoin comme un élément des comptes publics. Par exemple, on a eu le candidat Donald Trump durant ses dernières interventions publiques et d'autres candidats, notamment Robert Kennedy Jr., qui émettaient l'idée, par exemple, de constituer des réserves stratégiques en Bitcoin. On a évidemment au El Salvador Nayib Bukele, qui était un peu pionnier sur cette stratégie, qui a commencé cette stratégie depuis 2021. Qu'est-ce que tu penses de ça, pour toi? Et est-ce que, notamment, c'est quelque chose qui pourrait être copié en Europe, peut-être pas juste en France, mais en Europe au sens large? Alors, c'est vrai qu'il y a un lien qu'on n'a pas fait entre le sujet précédent qui était les finances publiques et la monnaie. Aujourd'hui, le laxisme budgétaire, il est permis en grande partie par le fait qu'on est toujours dans ce système monétaire fiat, où les banques centrales sont maintenant au service des États en accordant des taux d'intérêt qui sont très faibles et qui permettent aux États de continuer à s'endetter sans trop faire d'efforts, surtout la France. Et Bitcoin propose quelque chose de complètement différent, où les banques centrales ne pourraient plus accorder des facilités de paiement aussi évidentes aux États, des facilités d'endettement indirectes. Donc ça, c'est une révolution absolue, et donc ça explique que les États soient plutôt réticents à l'émergence de Bitcoin et de ce type de crypto-monnaie qui serait désinflationniste. Après, donc, il y a le sujet suivant qui est les réserves stratégiques de Bitcoin proposées ou mises en œuvre par des États. Et là, moi, je suis plus prudent, sceptique ou un peu incrédule. Moi, je ne suis pas particulièrement favorable à ce que les États constituent des réserves de Bitcoin. Je ne vois pas très bien l'intérêt. Pour moi, c'est un peu éloigné de l'idéal du Bitcoin. L'idéal du Bitcoin, c'est que l'État se retire de la monnaie, ou plutôt qu'on retire l'État de la monnaie, ou qu'on retire la monnaie des mains de l'État. Et plus on arrivera à dépolitiser la monnaie, et mieux ce sera, puisque c'est conforme à l'essence de la monnaie, dans la vision notamment des économistes autrichiens, qui est que la monnaie a émergé spontanément du marché, a été arraisonnée par le pouvoir politique très vite, avec des conséquences catastrophiques. Donc si les États constituent des réserves stratégiques de Bitcoin, c'est pourquoi faire? Évidemment, à court terme, c'est fantastique pour les bitcoiners parce que ça va faire monter le prix du bitcoin. Donc les bitcoiners rêvent de ça. Mais pour l'intérêt général à long terme, je ne vois pas bien l'intérêt. Il y a peut-être aussi des inconvénients parce que ça va donner un pouvoir des États sur le cours du bitcoin. S'ils veulent vendre massivement des bitcoins à un moment donné, ça fera chuter le prix. C'est un peu ce qu'on a vu d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, hein, mais avec les saisies qui ont eu lieu cette année en Allemagne, effectivement, alors je ne sais pas quelle structure dans le gouvernement fédéral allemand avait ça en charge, ont vendu les bitcoins, je pense que c'est le protocole directement, et voilà, il y a 50 000 bitcoins qui sont arrivés sur le marché en 48 heures environ, donc ça a une influence. Oui, je ne sais plus effectivement comment, quand et dans quelle proportion ça a été réalisé finalement. Mais en tout cas, le fait même qu'on annonce qu'un gouvernement va vendre un gros paquet de Bitcoin, ça peut avoir un impact très négatif sur le cours, donc c'est pas très très sain en fait. Donc voilà mon impression à ce stade. Je plaide pas pour que les États constituent des réserves. Autrement dit, ce serait bien que ce soit les derniers, finalement, à adopter Bitcoin, et que le secteur privé puisse s'en emparer, le développer avant, et qu'on puisse reconstruire, on va dire, des mécanismes financiers plus sains, et l'État suivra le pas. Est-ce que ça résume à peu près ta pensée? Oui, enfin, on peut espérer, par exemple, que les États, à un moment donné, acceptent, voire souhaitent que les impôts soient payés en Bitcoin. Et qu'ensuite, ils utilisent ces bitcoins pour régler leurs dépenses. Et c'est déjà en train de se mettre en place très progressivement, je crois, dans certains cantons en Suisse. Bon. Mais ça, on n'est pas obligé d'attendre d'attendre très très longtemps pour que ça arrive. On peut souhaiter que ça se produise le plus vite possible, en fait, ça.
Bien sûr. Finalement. J'aimerais bien revenir sur quelque chose que tu disais avant, c'est notamment le rôle que jouent les banques centrales dans la manipulation des taux d'intérêt qui a permis cette prophylaxie budgétaire, qui a permis aux États de se financer aussi abondamment. On parlait aussi de ces effets d'inertie qui nous donnent des illusions pendant très longtemps. Et effectivement, depuis, je dirais, au moins 2 décennies, les banques centrales sont très interventionnistes, elles maintiennent les taux très bas, et on a, j'ai l'impression, constitué l'illusion qu'elles peuvent tout manipuler dans l'économie. Et est-ce que tu penses, enfin, est-ce que selon toi, et d'ailleurs, je pense que ta position sera aussi celle des Autrichiens sur ce sujet-là, est-ce qu'il n'y a pas un danger finalement à croire qu'elles ont ce pouvoir absolu? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où en fait le marché obligataire reprend ses droits? Tu mentionnais un peu plus tôt que de toute manière il faut des capitaux privés pour financer la puissance publique, parce que ces ressources on ne peut pas les imprimer. Et si la Banque centrale abuse quelque part de ce pouvoir de financement par l'impression monétaire, par la baisse des taux d'intérêt, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de se retrouver dans une situation où elles perdent le contrôle et où, au bout d'un moment, l'expédient qui aura été utilisé pour permettre le financement public pourrait ne plus fonctionner? Oui, il y a ce risque, et je pense que les banques centrales sont parfaitement conscientes de ce risque. Les banques centrales, parfois, donnent l'impression d'acteurs infantiles ou incompétents, mais ce sont des gens extrêmement compétents, organisés, qui ont des armées d'économistes les plus compétents du monde. Et à leur décharge, ils sont très créatifs. À chaque crise, on se dit ça y est, c'est la fin, c'est fini, et ils nous inventent un nouvel acronyme et une usine à gaz pour rétablir une sorte de financement dans le système. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'ils sont conscients de ce risque et que c'est une des raisons pour lesquelles les banques centrales du monde entier rêvent de mettre en place des monnaies numériques de banque centrale pour consolider leur pouvoir sur la monnaie fiat. Donc, elles ont des budgets de com illimités pour avoir un discours très rassurant, pour embobiner les journalistes et le grand public. Pour faire croire que finalement ça va être compliqué à mettre en œuvre, qu'elles vont y aller progressivement, alors qu'en fait non, elles y vont à plein régime. Et donc l'objectif des monnaies numériques de banque centrale, ça va être ensuite de se débarrasser du cash assez vite, pour les motifs les plus louables possibles, lutte contre le crime, etc. Et ensuite de pouvoir mettre en place des taux négatifs plus facilement, sans crainte de fuite devant la monnaie, de conversion de tous les actifs en cash physique, etc. Et donc, ça, quand on regarde les groupes de travail, les publications, les rapports émis par la Banque des règlements internationaux et toutes les banques centrales du monde, il y a des milliers de pages techniques qui montrent les travaux extrêmement approfondis, complets, volontaristes sur ces sujets. Et donc, comment dire, le projet avance à marche forcée. Donc en fait, si je résume, on a émis trop de droits non gagnés, comme disait Rueff, et comme tu le disais avant, il faut arriver finalement à convaincre le capital privé de venir soutenir cette dette publique qui a été émise. La seule manière de le faire, c'est de donner des taux d'intérêt alléchants. Le problème, c'est que si on le fait, on se retrouve dans une trappe à dette, c'est-à-dire qu'on va générer encore plus d'intérêts sur la dette existante que notre capacité à la rembourser n'évolue. Et donc, une manière de finalement faire perdurer le système aujourd'hui pourrait être de, quelque part, piéger le capital existant par le truchement des monnaies numériques de banque centrale dans le système, avec finalement des mécanismes qui permettront de piloter un peu mieux les flux pour le financement public. Dans ce contexte-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que si on fait l'hypothèse que Bitcoin continue d'exister, qu'ils ne peuvent pas l'interdire, qu'ils ne peuvent pas l'empêcher, on aura une sorte d'instrument financier qui va évoluer en dehors de ce système très piloté et très organisé par la puissance publique, qui pourrait révéler la réalité de ce qui se passe, des prix, du coût réel du capital, de à quel point l'épargne fond dans ce système de financement. Comment tu vois ça se jouer, la coexistence entre les deux? Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'enjeu des prochaines décennies, l'enjeu principal sur ces sujets. Ça va être le choc Bitcoin-MNBC. Et Bitcoin agira à la fois comme un révélateur du réel,
du réel que les MNBC essaieront de camoufler. Et il jouera aussi le rôle de bouée de sauvetage, de valeur refuge. Et ce sera compliqué pour Bitcoin et pour les bitcoiners si les pouvoirs publics commencent à aller plus loin que la diabolisation, mais à essayer de l'interdire ou à terroriser les utilisateurs par toutes sortes de mesures. Et donc il est possible qu'il y ait une phase difficile. Mais je pense que Bitcoin gagnera parce que son avantage compétitif est tel qu'à long terme, les technologies qui sont plus favorables à la liberté et au bien-être des individus finissent par l'emporter contre les technologies dictatoriales ou inefficaces. À long terme, c'est ça, le match est plié. Mais ça va être très intéressant de voir comment ça se passe, quelles seront les principales étapes. Et puis, on verra peut-être aussi des pays qui feront des choix complètement différents, comme le Salvador, qui trouveront un avantage compétitif d'un point de vue géopolitique et économique à switcher en Bitcoin, et qui en tireront un gain phénoménal, historique, majeur, et qui inspireront d'autres pays de taille moyenne ou plus grande. Donc ça, c'est possible. Concernant le Salvador, d'ailleurs, tout le monde avait expliqué que la politique de Bukele allait avoir des conséquences désastreuses, et on voit bien aujourd'hui les rapports qui sont faits par des acteurs qu'on ne pourrait pas soupçonner d'être des idéologues de Bitcoin. Je pense notamment à, je ne sais plus si c'était Morgan Stanley ou une autre banque américaine, qui analysait les comptes publics du Salvador, la situation de croissance, qui disait finalement c'est beaucoup mieux qu'avant la présidence de Bukele. Et ça m'intéresse que tu aies pris cet exemple-là, parce que quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce qu'a fait le Salvador, pour revenir à ce qu'on disait sur l'endettement public notamment, c'est le fait d'émettre de la dette avec la garantie, plus ou moins lâche, qu'elle est aussi backée en partie par une réserve nationale de Bitcoin, ce qui leur a permis de pouvoir émettre des obligations avec des taux inférieurs à ce qui se pratiquait avant. Et dans la dynamique que l'on décrivait avant, je pourrais imaginer que si la situation devient très difficile en termes de financement public, en termes de tumulte social du fait d'austérité forcée ou nécessaire pour la continuation de certains services publics, on puisse imaginer que certaines factions politiques, certains hommes politiques, dans certains pays, je ne sais pas du tout où ce serait, puissent s'inspirer de cette politique-là pour dire « Ok, peut-être que finalement on n'aime pas Bitcoin, mais aujourd'hui l'urgence c'est d'arriver à maintenir des policiers, des gendarmes, des pompiers, les écoles ouvertes, etc. Et donc si on peut, au même titre qu'on a fait par exemple de la dette indexée à l'inflation, si on peut faire de la dette qui va être au moins en partie collatéralisée par du Bitcoin et que c'est le seul mécanisme qui va nous permettre d'attirer des capitaux privés pour pouvoir financer notre dépense de fonctionnement, est-ce que ce ne serait pas une idée qui pourrait devenir dans ces situations-là envisageable alors qu'aujourd'hui elle pourrait paraître comme une hérésie? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît quand même encore un peu créatif et original, mais on peut imaginer que ça se développe. Après, dans le cas du Salvador que tu décris, c'est vrai qu'on peut imaginer, comme tu dis, qu'une partie de du fait que le Salvador ait pu émettre de la dette à prix favorable vienne de la collatéralisation indirecte en Bitcoin. Mais je serais curieux de savoir justement quelle a été la part de ce fait lié au Bitcoin dans le surcroît de confiance des investisseurs pour la dette salvadorienne par rapport à d'autres facteurs, comme l'assainissement des comptes publics, l'assainissement du pays en termes de sécurité, le volontarisme en matière d'infrastructure, etc. Dans quelle proportion ça a pu jouer, la collatéralisation Bitcoin? Est-ce que ça a été quantifié, un peu analysé, ça, ou pas? Déjà, ce serait difficile à dire, je pense, mais c'est clair que la distinction intéressante que tu poses, je trouve, c'est de dire que même si un pays faisait ça sans changer, finalement, quelque part, les politiques qui l'ont mis dans cette situation de surendettement, il est très possible que les marchés financiers ne réagiraient pas nécessairement de manière très favorable, parce que les bitcoins achetés qui serviraient à baquer la dette, c'est un peu one shot. C'est-à-dire que si le problème n'est pas guéri à la base, il n'y a pas de raison qu'à long terme, le marché obligataire réponde favorablement à ça.
Et inversement, si le Salvador n'avait pas commencé à accumuler un trésor de Bitcoin et simplement mis en œuvre toutes ces autres politiques publiques de réformes saines qu'on connaît, est-ce que ça aurait suffi à obtenir la confiance des investisseurs pour obtenir des émissions obligataires favorables comme ça a été le cas? Est-ce que ça aurait suffi? Question que l'on laissera à des gens plus experts que nous deux, je pense, là-dessus. En revanche, ça pose aussi une autre question, je trouve. Alors, sans forcément rentrer dans le cas spécifique du Salvador, parce que d'ailleurs, je ne sais pas très bien comment ça s'est organisé chez eux, mais si on rentre dans ces spéculations, où finalement, quelque part, du fait de situations d'urgence budgétaire, du fait de l'arrivée de nouveaux leaders politiques qui embrassent Bitcoin, si les États commencent à se mettre à accumuler des Bitcoins, je trouve qu'une question fascinante, c'est celle de la custody. Notamment parce que dans une république comme la France, par exemple, où, comme tu disais, à chaque élection, on remet le pouvoir en jeu et on le concentre dans une faction politique qui a gagné les élections, on pourrait se retrouver dans une situation où finalement une épargne nationale qui a vocation à servir à la nation sur un temps bien plus long que celui d'une mandature présidentielle, pourrait se retrouver dans les mains unilatéralement d'acteurs, d'hommes politiques qui, en cas par exemple défaite d'élection, qui pourraient ne pas reconnaître les résultats et partir avec les bitcoins nationaux, qui pourraient perdre les clés par négligence, sans qu'il y ait forcément de malveillance, qui pourraient être manipulés, que ce soit par des services étrangers, que ce soit par des adversaires politiques, que ce soit par tout simplement des bandits qui chercheraient à voler ces actifs-là. Enfin, ça pose une question complètement nouvelle. Et est-ce que tu as une opinion sur des pistes de réflexion, peut-être, sur les enjeux que ça pose? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est vrai que la custody de réserves nationales en Bitcoin, c'est un sujet technique et administratif complexe. Mais peut-être, attends, avant de te laisser répondre, peut-être pour donner un ordre de grandeur aux gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'aujourd'hui, les réserves nationales les plus importantes, qui sont en général le fait de saisies passées de Bitcoin qui ont été gardées, je crois que c'est le cas de la Chine, je crois qu'également il y a des administrations aux États-Unis, je ne sais plus si c'est la CIA ou le FBI, qui ont quelques centaines de milliers de bitcoins. Donc on parle de quelques milliards de dollars aujourd'hui. Donc c'est quelque part, c'est une variable d'ajustement dans les budgets des principaux des pays du G7. Mais vu la croissance de Bitcoin, ça pourrait représenter plus que ça dans les années à venir. Donc la question ne se pose pas encore actuellement en pratique, mais elle pourrait très bien se poser à l'avenir, même s'ils n'adoptent pas Bitcoin finalement. Oui, même s'ils ne donnent pas co-légal le Bitcoin, tout à fait. Les centaines de milliers de Bitcoins qu'ils peuvent avoir aujourd'hui pourraient être une question qui se pose d'ici un cycle, 2 cycles, 3 cycles. Donc il faut se mettre dans un scénario où les États-Unis, à un moment donné, se retrouvent avec un pactole représentant des centaines de milliards de dollars en Bitcoin. Comment ça va être manipulé, conservé? Il peut y avoir une phase de transition où ça va être un peu la foire. Ce sera vague, imprécis, précaire, risqué, avec des piratages, des vols et tout ce qu'on veut. Mais à très long terme, on peut imaginer qu'il y aura des dispositifs qui vont se mettre en place, qui seront très complexes et très sûrs, en tout cas dans les pays développés et modernes, similaires au processus budgétaire et administratif en cours aujourd'hui, qui font que, par exemple, le président de la République en France, il ne peut pas faire un chèque de 100 milliards d'euros à un copain. Ça, c'est techniquement pas possible. C'est possible dans des régimes bananiers. Voilà. Et ça pourra continuer à l'être avec des bitcoins. Mais aux États-Unis, je pense qu'on mettra en place des systèmes adossés à des protocoles tels que ceux qui sont en cours de conception par exemple, la start-up de Kevin Loac et Antoine Poinceau. Wizard Sardine, voilà. Qui permet de faire des time locks, donc c'est-à-dire de bloquer des bitcoins pour une durée déterminée, avec finalement un script qui va permettre de changer les règles d'accès au portefeuille, donc par exemple de pouvoir restaurer automatiquement une clé, et donc ça permet de programmer des choses un peu plus flexibles. Exactement, et très sophistiquées et sûres. Et je ne pense pas qu'à leur wallet Liana, mais à leur protocole, enfin à leur protocole adossé à Bitcoin, dont j'ai oublié le nom, mais sur lequel ils travaillaient avant Liana, et qui s'adresse aux entreprises, mais qui est transposable aux États. Ah, tu parlais de Revolt, du coup. Oui, voilà, Revolt. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça qui va être mis en place par des États pour manier leurs réserves stratégiques de Bitcoin, ou disons leur patrimoine de Bitcoin quand ils en auront. Écoute, moi je pense que, en fait, cette question-là, ça m'a fait repenser au livre d'Hoppe, la démocratie, ce Dieu qui a échoué.
Et parce que il a cette réflexion sur les préférences temporelles, où finalement il essaye de dire, bon, on a une histoire européenne qui finalement, c'est des républiques qui se sont construites dans beaucoup de pays en s'émancipant de la monarchie de droit divin. Donc on a catégorisé la monarchie comme un système mauvais par excellence, mais si on l'analyse sous le prisme économique, en tout cas des préférences temporelles, il y a au moins un avantage de la monarchie, c'est que le monarque, parce qu'il a un horizon temporel beaucoup plus long, il va quelque part avoir des incitations moins fortes à abuser du bien social, du bien public, de la taxation, de la spoliation de sa population à court terme, ce qui n'est pas forcément le cas d'un gouvernement élu pour 4 ans avec beaucoup d'incertitudes sur les prochaines élections, etc., etc. Et je trouve que dans le cadre de la custodie de Bitcoin, on a un peu cette problématique qui revient. C'est-à-dire qu'on a finalement un actif qui a vocation à se penser sur le temps long, dont la détention ne peut se faire qu'en propre. Et donc, effectivement, comme tu disais, on peut imaginer plein de mécanismes ingénieux à mi-chemin entre les mécanismes de séparation de pouvoir, de check and balance et du scripting sur Bitcoin pour mettre des conditions et éviter, en tout cas, que des acteurs unilatéralement puissent se servir dans la caisse. Mais on ne pourra jamais complètement empêcher les collusions, on ne pourra jamais empêcher les enfumages complets. On voit bien que dans certaines situations, par exemple, dans certains pays, les partis politiques sont prêts à faire des alliances contre nature juste pour finalement garder les choses telles qu'elles sont. Donc, personnellement, moi, je ne crois pas trop à ça. Par contre, je pense qu'ils pourraient, les pays qui ont des monarchies constitutionnelles, par exemple, pourraient avoir un avantage dans le sens où ils ont l'habitude d'avoir des processus où finalement la monarchie n'a pas beaucoup de pouvoir, mais elle a un pouvoir symbolique, comme par exemple au Canada, la reine d'Angleterre déclenche les élections, au Royaume-Uni, la reine ou le roi valide le gouvernement. Alors c'est protocolaire, en pratique ils le font quasiment tout le temps, mais dans les constitutions, en tout cas telles qu'elles existent, et dans les règles, ils ont cette fonction qui se place au-dessus du jeu politique et de l'arène politique dans les chambres parlementaires, et qui, quelque part, permet la continuité des institutions à très long terme. Ils sont dépositaires et garants des institutions dans le temps, là où chez nous, par exemple, c'est le président de la République, encore une fois, élu au suffrage universel pour 5 ans. Et donc, effectivement, moi, je trouve que pour la question de la custodie de Bitcoin, les pays dans lesquels, que ce soit avec une monarchie ou un autre système, on a cette espèce de séparation du pouvoir qui, finalement, a peu de pouvoir politique, mais qui représente la continuité dans le temps et le fait national, et de l'autre côté, le pouvoir presque, on pourrait dire, temporel d'organisation de la vie politique, ça pourrait simplifier les choses, finalement, avec, je ne sais pas, par exemple, une clé qui serait détenue par le monarque et qui, validant les élections, pourrait transférer un pouvoir budgétaire limité ou pas, ou en tout cas un pouvoir de dépense sur le wallet national, quasiment par une cérémonie. Comme on a, encore une fois, la validation des gouvernements ou le déclenchement des élections en Suède, au Canada, au Royaume-Uni. Oui, on peut imaginer effectivement des choses assez rituelles, symboliques et tout. Moi, je suis partisan de l'instauration d'un jour de la Saint Satoshi Nakamoto, et donc la cérémonie de transfert des fonds, effectivement, devrait avoir lieu ce jour-là. Mais après, pour en revenir... Donc le 3 janvier, par exemple? Oui, par exemple. Pour en revenir à ce que tu disais sur, effectivement, Hoppe et son livre la démocratie, le dieu qui a échoué, je suis d'accord avec cette idée que tu résumais sur le fait qu'il y a des régimes politiques qui vont, par nature, être plus ou moins enclins à préserver le capital de la collectivité publique, et d'autres plus ou moins enclins à le consommer, voire à le dilapider. Et sa théorie est assez intéressante. Lui, il est partisan pour une suppression radicale de l'État, mais il pense que la monarchie est un moindre mal parce que le monarque est davantage propriétaire du capital public, et donc il a par nature une incitation à le préserver, à le faire fructifier pour le transmettre à ses successeurs, beaucoup plus qu'un politicien élu à court terme et qui sait très bien qu'il ne sera plus là dans quelques années et qui a intérêt à essayer de se faire réélire en consommant le capital plutôt qu'en l'accumulant. Donc ça, comme tu dis, ça pourra avoir un impact sur la manière de gérer les bitcoins si l'État en possède. Donc je n'avais pas forcément imaginé ça, mais donc ça, une des conséquences, c'est que peut-être que les pays où il y a un résidu de monarchie plus ou moins constitutionnelle seront peut-être plus favorables au bitcoin, plus enclins à en accumuler, à les préserver. Ça, c'est possible.
Alors du coup, maintenant qu'on a quand même bien parlé de ce que la puissance publique pourrait faire avec Bitcoin, comme tu l'as rappelé au début, de toute façon, le sujet, c'est d'abord de permettre aux gens d'avoir des droits de propriété inaliénables. C'est ça, finalement, ce qu'il y a de magique dans Bitcoin, d'une certaine manière. Et il y a des acteurs privés qui, eux, ont peut-être plus de leitmotiv et qui sont mieux placés, finalement, pour en profiter que les États. Où on a bien vu, on a fait le tour du sujet, ça fait quand même moins sens. On a vu, notamment depuis des années, MicroStrategy accumuler des bitcoins sur son bilan et finalement voir sa capitalisation boursière augmenter, ce qui lui a permis d'émettre de plus en plus d'instruments de financement et de continuer à accumuler des bitcoins, ce que Pierre Rochard avait prophétisé dans son article génial publié au Nakamoto Institute, l'attaque spéculative. Toi qui as travaillé chez Total, qui est une des plus grandes entreprises françaises pendant 6 ans, tu as une connaissance empirique du fonctionnement de ces grands groupes en France. Est-ce que tu penses que ce serait envisageable, ou ce serait possible, que des grandes entreprises françaises, ou pas si grandes d'ailleurs finalement, mais on va dire au moins qui aient accès à des marchés de capitaux publics pour pouvoir répliquer cette stratégie, donc on va dire une entreprise du SBF 120, quoi. Est-ce que tu penses que ce serait imaginable qu'en France, les entreprises, inspirées par la réussite de cette expérience-là, se mettent à adopter cette stratégie ? Alors, je pense que ça va arriver, mais ça risque de prendre beaucoup de temps parce que ces grands groupes, en France et ailleurs, ont encore un fonctionnement de capitalisme de connivence. Ils sont très liés à l'État. D'ailleurs, les groupes dont on parle, hein, si on prend la plupart des groupes du CAC 40, l'État est directement actionnaire de certains d'entre eux. Je pense à Renault, Air France. Et quand il n'est pas actionnaire, il a souvent beaucoup de liens avec le comité de direction, les dirigeants ou même les contrats qui permettent à ces entreprises de vivre et de prospérer. Exactement. Il y a cet aspect. Et puis, il y a aussi le fait que ces grands groupes sont des bénéficiaires directs et prioritaires du régime fiat. Avec leur volume énorme, ils obtiennent des capacités d'endettement très favorables, beaucoup plus que des tas de petites entreprises. Ça facilite la concentration et la formation d'énormes groupes qui ensuite deviennent too big to fail et que la puissance publique va soutenir in extremis, dans le domaine financier, mais pas seulement. Et donc, en fait, ces grands groupes ont plutôt un intérêt à perpétuer le système fiat actuel. Et donc, s'ils viennent à Bitcoin un jour, ce sera vraiment parce que le système fiat sera en train de s'effondrer encore plus vite qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sera le stade ultime de l'effondrement fiat, avec de l'hyperinflation, etc. Donc avant qu'un groupe français fasse ce que Michael Saylor a fait, je pense qu'il va falloir qu'un peu de temps s'écoule. Ça, c'est plutôt mon intuition. Hein. Donc pour toi, ça arriverait plutôt par nécessité. Et finalement, ce qui a permis à Saylor de faire ça, c'est à la fois la culture dans laquelle il est, qui est très différente de la culture business française, et peut-être le contrôle qu'il a sur son groupe, étant fondateur depuis très longtemps, qu'on ne retrouve pas forcément dans les structures actionnariales des grands groupes français cotés, ou, alors à quelques exceptions, qui sont encore des groupes qui sont largement détenus par certaines familles, etc., on a quand même un certain nombre de stakeholders, je ne trouve plus le nom en français, de parties prenantes. De parties prenantes, très très larges, avec des intérêts très fiat, comme tu disais, et très divers, ce qui fait que ce serait difficile de faire en sorte d'aligner tout le monde vers ça, quoi. Ouais, c'est ça, ces phénomènes ont joué, il y en a peut-être encore d'autres, la culture du risque, la compréhension de ce que c'est que le capitalisme, qui est quand même plus forte aux États-Unis qu'en France. Bon, voilà, en France, nos grands groupes, en fait, ils sont très anciens, la plupart d'entre eux. Quand tu fais leur histoire, ils ont tous été créés il y a des décennies, voire plus. Bah, en général, une grande partie d'entre eux, la Belle Époque ou l'entre-deux-guerres. Voilà, et parmi les grands groupes, il n'y en a aucun qui a été créé tout récemment. Alors qu'en France, aux États-Unis, c'est exactement l'inverse. C'est marrant, peut-être que tu penses qu'il y a un problème de formation de capital en France, peut-être? Je rigole. À peine. Non, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais c'est très révélateur du discours que peuvent avoir les Autrichiens, du discours que toi et moi, on a pu tenir à diverses occasions. C'est-à-dire que peut-être on ne vit pas tant que ça dans un monde capitaliste, moins qu'on ne se l'imaginerait. Et je pense qu'en France, quelque chose qui exprime bien ça, c'est que si on n'a aucun grand groupe français qui s'est formé ces 40-50 dernières années, alors on a des choses qui ont émergé un petit peu d'entreprises comme Bull ou des choses comme ça, mais c'est vraiment à la marge. L'essentiel de la formation de capital en France, de notre structure productive, de ce qui fait notre richesse, du stock de capital français, date d'un moment où on avait moins de manipulation monétaire, où on n'était pas à l'euro, où on avait moins de création par le crédit, on n'était pas dans un pur système fiat. Ça exprime peut-être quelque chose. Absolument.
Moi, c'est une de mes marottes. Je suis toujours effaré de voir les critiques qu'on adresse au système actuel en l'appelant capitalisme. Alors qu'en fait, ça n'a plus grand-chose à voir avec du vrai capitalisme. Il est tellement dévoyé par des réglementations extrêmes, des fiscalités confiscatoires et un régime fiat qui perturbe complètement le fonctionnement de l'économie, que c'est plus du tout du capitalisme normal. Mais si on peut peut-être finir sur cette idée, parce que ça fait déjà un moment qu'on discute, personnellement, je sais que c'est quelque chose qui m'a fait un moment haha quand je suis rentré dans Bitcoin et que j'ai commencé à m'intéresser à l'aspect économique des choses. C'est une formule que j'avais d'abord lue chez Allen Farrington, un bitcoiner écossais qu'on connaît tous les deux, et où il explique finalement la différence entre la formation de capital, dont on parlait avant, et la consommation de capital. Et moi, c'est quelque chose qu'on ne m'avait pas enseigné en économie, qu'il est rare de lire d'ailleurs chez des auteurs non autrichiens. Et cette idée finalement qu'on peut continuer à avoir un niveau de vie assez élevé, mais qu'on est en train de le payer en consommant le capital, et que donc finalement on sème les conditions de notre pauvreté, on sème notre pauvreté future en faisant ça. Et il m'a semblé identifier quelque part ce que j'avais toujours senti intuitivement, c'est-à-dire qu'on nous dit, et quelque part les chiffres montrent qu'on est de plus en plus riche, mais ça ne se voit pas tellement dans les conditions matérielles de nos existences, surtout en France. Qu'est-ce que tu penses de cette idée de cette opposition entre la formation de capital et la consommation de capital, et comment tu l'expliquerais finalement à quelqu'un qui peut-être débute dans Bitcoin et essaye de comprendre les sujets dont on parle depuis tout à l'heure? Oui, Allen, il a largement raison, et son livre Bitcoin is Venice est absolument fascinant, même s'il ne parle pas beaucoup de Bitcoin d'ailleurs, mais fondamentalement... c'est souvent les meilleurs livres sur Bitcoin d'ailleurs, je trouve. Ouais. D'ailleurs, même The Bitcoin Standard, finalement, parle assez peu de Bitcoin, et Allen Farrington montre bien cette problématique de consommation de capital, et Amos montre bien dans son livre aussi que les pouvoirs publics ont intérêt à mettre en place des systèmes qui leur permettent de consommer le capital, mais pas trop vite, parce que ces systèmes-là finissent par s'effondrer. Mais il ne faut pas qu'ils s'effondrent trop vite, parce qu'il ne faut pas qu'ils tuent le potentiel productif trop vite. Il y a une expression, je crois en anglais, c'est plus mes lois sans qu'elles crient, ou quelque chose comme ça. Oui, ça revient à ça. Et donc, le régime fiat permet ça. Il permet de consommer le capital en avantageant prodigieusement certaines catégories de la puissance publique et certains groupes d'intérêts privés. Comme les grands groupes dont tu parlais en France, par exemple. Voilà, certains acteurs financiers, etc. Sans ruiner le système trop vite. Le problème, c'est qu'il y a quand même une logique cumulative, une logique d'emballement et une logique d'accélération de ces tendances néfastes. Et on est dans cette logique d'accélération en ce moment. Quand on regarde la perte de contrôle sur le déficit public américain, en fait, c'est sidérant, c'est totalement sidérant. Alors, c'est pas encore trop douloureux parce que depuis 20 ans, les États-Unis se sont quand même énormément enrichis en PIB par habitant, notamment par rapport à l'Europe qui subit un décrochage historique dont les Européens n'ont pas conscience, en fait. Donc, ça reste vivable, en fait. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va être dans 20, 30, 40 ans ? Et ça va pas bien se passer dans les 30, 40 prochaines années. C'est pas possible. Et donc, heureusement, il y a Bitcoin qui est là et qui permet de se placer, se protéger et d'anticiper l'effondrement en cours qui va accélérer. Je ne pourrais pas imaginer un meilleur mot pour finir, si ce n'est peut-être de dire Bitcoin en self-custody, parce que dans ces situations d'effondrement, si vos Bitcoins sont chez Coinbase ou chez Revolut ou chez Boursorama ou que sais-je, je m'en fiche de ces institutions, vous pourriez vous rendre compte du jour au lendemain qu'en fait, vous n'avez plus rien. Donc c'est quand même mieux d'apprendre à les garder soi-même. Absolument, d'avoir ses propres clés, éventuellement d'être son propre nœud, mais voilà. Déjà si on peut avoir ses propres clés, c'est bien. C'est un peu pour ça qu'on est là chez Bull Bitcoin, donc ça nous permet finalement de ramener tout ça à ce qui nous passionne tous les deux et à ce qui nous semble être la solution de tous les sujets que tu as abordés ici, donc Bitcoin en self-custody. En tout cas, merci beaucoup Yorick pour le temps que tu as bien voulu passer avec nous et pour ces explications, à mon avis, très enrichissantes. Et je te propose du coup qu'on se reparle un de ces quatre pour voir comment tout ça évolue et si finalement Bitcoin a bien joué son rôle et si la trajectoire se poursuit. Avec plaisir. Merci encore.